We are the dreamers of dreams. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir des exemples qui confirment et qui contredisent la théorie de l'évolution de Darwin, un sujet qui fait débat, un sujet qui divise à tel point que l'on pourrait penser que finalement, la réponse serait encore cachée quelque part au milieu de ces méandres, une réponse qui ne serait ni Dieu ni Darwin. Le darwinisme est né aux Galapagos, lorsque Darwin constate une variation entre les animaux au niveau de la taille des becs, comme par exemple les pinsons des Galapagos, renommés pour l'occasion pinsons de Darwin, ainsi que d'autres espèces ressemblant aux spécimens d'Équateur avec quelques variations. En voyant cette évolution incontestable entre les espèces insulaires et celles du continent, Darwin développe une idée. Cette idée, c'est que les espèces évoluent par petits changements graduels et qu'elles ont toutes des origines communes. Avant Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, un Français, avait déjà parlé d'ancêtres communs à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Lamarck pense que l'évolution est essentiellement soumise aux contraintes environnementales, comme par exemple le cou des girafes qui s'est développé au fil du temps. Et on remarque aujourd'hui que c'est plutôt sa théorie qui se rapproche de la réalité observée. Concernant les girafes, certains pensent qu'il n'y a pas eu de squelettes intermédiaires qui ont été trouvés, mais c'est faux, il y en a bien eu. Ce n'est pas forcément le cas pour la girafe, mais dans l'histoire de l'évolution, nous trouvons certaines choses qui sont plutôt aberrantes. Par exemple, nous avons les baleines qui trouveraient leurs origines dans une espèce se rapprochant de l'ours. Ceci, Darwin en parlait d'ailleurs dans sa première édition de L'origine des espèces. On peut également parler des autruches, qui sont un bon exemple d'espèces issues d'un même endroit ayant par la suite évolué. Les autruches étaient vraisemblablement présentes il y a 250 millions d'années au sud de l'Afrique, à l'époque du Permien, avant qu'Afrique, Inde, Australie et Amérique du Sud ne se créent. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons des autruches en Australie, en Afrique, que des œufs d'autruche ont été trouvés en Inde au Rajasthan, et que l'Amérique du Sud possède son propre type d'autruche, le réa, un genre d'oiseau incapable de voler partageant des caractéristiques si nombreuses avec les vraies autruches entre guillemets qu'il est très probable que nous soyons face à une illustration de ce que Darwin avait déjà constaté aux Galapagos. En Amérique du Nord, au Canada, on a également remarqué une évolution de poissons qui présentent des formes osseuses se rapprochant des humains. Il y a également le mudskipper qui présente des caractéristiques de poisson, mais qui en plus de cela peut respirer par la peau et possède des nageoires qui poussent sur sa poitrine. Cela pose la question, est-ce que les animaux terrestres ont évolué vers les océans, l'inverse ou les deux ? Car il y a un autre poisson qui présente un squelette de mammifère, ce poisson, il s'appelle l'axolotl. Tous ces sujets sont des sujets abordés dans le livre Your Inner Fish, un voyage dans 3,5 milliards d'années d'histoire du corps humain. Si certains ont cherché des similitudes avec les poissons, il semble évident que l'homme Homo sapiens sapiens, partage des caractéristiques communes avec les singes. Une information à prendre avec un certain grain de sel cependant, car hommes et singes sont finalement moins proches que ce que l'on pourrait penser. Et nous allons voir tout de suite pourquoi. Pour rappel, l'existence de l'ADN a été publiée pour la première fois le 25 avril 1953, lorsque Francis Crick et James Watson décrivent dans une étude la structure de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, molécule en forme de double hélice renformant le patrimoine génétique de toute forme de vie. Lorsque l'on parle de similitude entre l'ADN de l'homme et celui du singe, on entend souvent parler de 95, 97, voire 98% d'ADN commun, mais il faut savoir qu'il s'agit en fait là de ce que l'on appelle l'ADN codant. Dans notre corps, nous retrouvons une infinité de protéines, de petites briques qui aident à construire nos vaisseaux sanguins, la kératine, la peau, les cheveux, les cellules hépatiques, etc. Et la part de notre ADN qui code nos protéines représente seulement 3% de notre génome. Et c'est parmi ces 3% que nous présentons des similitudes avec les hominidés. Avec 3% d'ADN codant, beaucoup de monde, dont les darwiniens, ont pensé que les 97% restants de notre ADN ne servaient à rien, entre guillemets, ou en tout cas pouvaient être définis comme du junk DNA, sorte de DNA poubelle issu de restes inutiles de notre passé. Sauf que l'on s'est rendu compte que ces 97% servent en fait à établir l'ordre du codage dans le corps. C'est-à-dire que la petite brique protéique, c'est bien mignon comme concept, mais même proche, voire presque similaire de celle du singe, il lui faut des spécificités propres à l'homme pour qu'elle puisse être intégrée et compatible avec le reste de l'organisme. Et le grand mystère aujourd'hui ne repose pas sur l'ADN codant, mais bien sur les 97% restants qui permettent d'organiser le résultat de ce codage. Alors on va faire une petite analogie triviale avec l'ADN codant qui serait comme une usine produisant des parpaings et que les 97% restants ce sont les ouvriers, les architectes qui vont les utiliser pour bâtir une maison. Si l'usine des singes est similaire à celle de l'homme, la différence se situe au niveau des ouvriers, des architectes qui par leurs actions vont bâtir un résultat différent, qui par leurs actions vont bâtir l'homme et le singe. Lorsque Darwin parle de hasard et de sélection naturelle, il faut se rappeler qu'à son époque, il ne connaissait pas l'ADN.
D'ailleurs, on mélange souvent à tort sélection naturelle, loi du plus fort et évolution, comme si seuls les plus forts pouvaient avancer. Or, Darwin lui-même parlait déjà en son temps de l'importance de l'entraide et de l'altruisme dans les sociétés animales. C'est un aspect de la sélection naturelle qui est souvent occulté, à dessein parfois même, afin de justifier bien des comportements sociaux plutôt abjects. Ainsi, on s'en remet à la loi du plus fort pour faire croire que dans la nature et chez les animaux, c'est la loi de la jungle. Donc nous, hommes, on agit de la même manière, c'est tout à fait naturel, il n'y a pas de quoi s'offusquer. C'est un concept totalement erroné. L'anthropologue Pierre Kropotkin est entré dans ce sujet grâce à un formidable ouvrage intitulé « L'entraide, facteur de l'évolution », dans lequel il tente d'appliquer le mécanisme darwinien de sélection naturelle dans le domaine social. Son travail a permis de démontrer l'invalidité des théories du darwinisme social, supposé reconnaître que la lutte pour les moyens d'existence de tout animal contre ses congénères et de tout homme contre les autres hommes était une loi de la nature. Sa conclusion est sans appel. Dans le monde animal, la grande majorité des espèces vivent en société et trouvent leurs meilleures armes dans la lutte pour la survie dans l'entraide. Là où cela peut nous intéresser pour le sujet du jour, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une lutte pour des moyens de subsistance, mais aussi d'une lutte contre des conditions naturelles défavorables. Cela ne ferait pas forcément avancer le schmilblick, comme on dit, mais en croisant les espèces les plus soumises à une évolution rapide, nous pourrions en conclure quelles étaient les espèces les moins développées socialement, et donc les plus soumises aux conditions naturelles ayant engendré leur évolution, comme le suggérait Lamarck en son temps. Alors vous me direz qu'il y a quand même des exemples qui sont venus un jour ou l'autre appuyer la théorie de Darwin. Il y en a effectivement, et ce sont ces cas qui ont alimenté la théorie de la sélection naturelle et du hasard. Nous verrons l'un de ces cas dans la seconde partie de la vidéo qui arrive très bientôt sur la chaîne. Nous y aborderons également les explications d'une darwinienne qui met habilement la lumière sur certains non-sens des évolutions animales, ainsi qu'un point de vue statistique sur tout cela. Et pour conclure, nous nous pencherons sur les évolutions testiculaires de certaines espèces. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée et écoutée jusqu'au bout et vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et gardez la passion. Ciao ciao.